Bonjour à tous, ça va? Avant de commencer, merci beaucoup pour l'invitation de présenter aujourd'hui. Merci Samuel, merci Eric, merci Samuel aussi pour la présentation. Il n'y a pas beaucoup plus à dire à ce sujet à propos de moi-même. Comme Samuel a dit, je suis William Will Falcao. Je viens du domaine de psychologie, je travaille avec psychologie du sport et c'est sûr qu'il y a le côté de préparation mentale aux performances de haut niveau, mais mon travail de recherche euh, travaille plus au côté de sport communautaire, plus spécifiquement le sport comme outil pour le développement personnel des jeunes dans les milieux défavorisés. Et en tant que chercheur à HEC, je travaille dans l'évaluation des programmes, des impacts d'un programme communautaire pour le sport pour le développement. Et c'est ça qu'on va parler aujourd'hui. Je passe la parole à Sébastien pour qu'il peut donner bienvenue à tous. Oui, merci William. Bonjour, bonjour tout le monde. Merci d'être là en si grand nombre. Alors, merci à Eric, merci à Samuel de nous donner cette possibilité de présenter là, des résultats qui sont issus de la recherche postdoctorale de William. Alors, je pense que ça fait le tour. Donc, je suis Sébastien Arcan et puis j'aurai le plaisir, pour ne pas dire l'honneur, d'appuyer d'une certaine manière la présentation de William aujourd'hui. Alors, sans plus tarder, je pense qu'on peut passer, William, à le plan de la présentation, justement. Oui. Donc, pour dérouler les thématiques d'aujourd'hui, décrire les programmes d'évaluation, on va commencer avec une petite introduction. On va présenter l'ECA, qui c'est l'organisme pour 3 points à Montréal. On va parler plus spécifiquement de plans de recherche et on va donner quelques résultats préliminaires dans 2 phases. Donc, Sébastien. Oui, alors, avant d'aborder le sujet, là, d'entrer dans le vif du sujet, disons tout d'abord, si on regarde un petit peu les chiffres, globalement, la participation sportive au Canada, c'est 2 millions d'enfants, donc 51 qui ont entre 5 et 14 ans, qui pratiquent donc un sport organisé, ça, on s'entend. 51 des familles biparentaux, donc avec les deux parents présents à la maison, ont dépensé en moyenne là, près de 600 par année pour justement la pratique sportive de leurs enfants, de leurs enfants. Le taux de participation au sport les plus élevés se produit dans les familles, et ça, c'est une donnée quand même assez intéressante, notamment par rapport à la présentation qu'on va faire aujourd'hui. Donc, se produit dans les familles où les deux parents biologiques sont présents. Donc, on voit qu'il y a certaines, je le dis, il faut faire attention aussi, là, mais on ne peut pas faire trop de nuances dans la présentation d'aujourd'hui, mais disons qu'une certaine stabilité familiale favorise la pratique sportive des jeunes, pratique organisée, encore une fois. Et puis, le statut professionnel des parents influence également positivement. Là, on a des parents qui sont professionnels, évidemment, l'accès à des ressources financières, ça joue pour beaucoup, ça va de soi, influence la participation des jeunes. Si on prend davantage le milieu qui nous intéresse ici, c'est-à-dire les milieux défavorisés, c'est certain que généralement, hein, les caractéristiques, disons, principales, c'est des plus hauts taux de chômage, donc des moyens financiers moins élevés. On le voit à cette époque-ci de la COVID et on aura l'occasion à la fin de revenir justement sur cette époque de pandémie. On a souvent affaire à des travailleurs et des travailleuses qui sont dans des domaines essentiels, domaine de la santé notamment, que ce soit aux bénéficiaires et autres. Donc, il y a un certain absentéisme à la maison qui, là aussi, ne favorise pas nécessairement la pratique sportive, encore une fois, organisée, j'insiste là, beaucoup là-dessus. Monoparentalité, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, donc on a moins de temps pour les loisirs aussi, donc le temps de loisirs est moins élevé parce que les parents, bon, ils sont un peu à la course, etc. Et puis, c'est souvent dans les milieux aussi, dans les villes, des quartiers, à forte densité démographique. Donc, il y a peu d'espace de jeu, peu d'espace vert aussi pour favoriser, encore une fois, cette pratique. Et puis, là aussi, la pandémie a exacerbé un peu hein, ces inéquités, ces disparités. L'accès limité aux technologies, donc que ce soit un ordinateur, des connexions haute vitesse, des tablettes, etc., donc qui peuvent favoriser aussi le contact avec les organisations sportives, avec les entraîneurs notamment, et puis aussi la pratique elle-même du sport. Là. Et puis, quant aux entraîneurs qui sont en milieu défavorisé,
Évidemment, c'est quelque chose qu'on peut retrouver aussi dans des milieux moins défavorisés, mais qui a une touche, qui a une complexité particulière dans ces fameux milieux défavorisés. Donc, ce qu'on appelle dans la littérature le sense-making, hein, donc donner un sens au travail de coaching. Donc, pour les entraîneurs, de travailler justement, d'œuvrer dans ces milieux, ça renforce d'une certaine manière leur lien, hein, avec ces milieux-là et avec la pratique du sport en question, et aussi par rapport à leur leadership. Ensuite de ça, ce qu'on appelle aussi dans la littérature le sense-giving, hein, donc générer du sens, oui, chez les entraîneurs, mais aussi chez les jeunes quant à leur pratique sportive et donc accroître, je dirais, la pérennité de la pratique sportive chez ces jeunes-là, en dépit de conditions, un peu comme on l'a vu tout à l'heure, moins favorables, disons. Développer des habiletés physiques et psychologiques, ça va de soi. C'est le rôle aussi, bien évidemment, le rôle central des entraîneurs. Et puis, là, favoriser les apprentissages qui sont liés aux aspects stratégiques et tactiques du sport concerné. Donc, les deux derniers éléments sont directement liés à la pratique d'un sport en particulier. Les deux premiers, c'est un petit peu plus les éléments, je dirais, un peu plus psychologiques d'une certaine façon, mais aussi, encore une fois, très important, qui donne un sens à l'activité et aussi au coaching qui va avec cette activité-là. Les objectifs du sport pour le développement maintenant. Alors, c'est vraiment une branche, hein, je dirais, particulière, un domaine spécifique, si vous voulez, de l'analyse qu'on peut faire de la pratique sportive. Le développement social, donc l'autonomisation des groupes défavorisés, c'est-à-dire leur donner ce qu'on appelle communément de l'empowerment, hein, d'une certaine façon. Encourager les initiatives aussi qui viennent de la base. Beaucoup dans la littérature, on va parler beaucoup d'espèces de bottom-up, d'une certaine façon, ou de la base de la pyramide, qui va donc initier des pratiques, si vous voulez, des projets aussi qui viennent directement des milieux pour les milieux. Ça permet également de réduire la criminalité, hein, la pratique sportive. Ça promeut l'intégration sociale. Et ça, c'est quelque chose qui, moi, personnellement, m'intéresse, m'interpelle beaucoup. Cette question de l'inclusion aussi à travers la pratique sportive, l'inclusion de groupes minorisés. Donc, l'intégration sociale, la coopération, l'identité collective aussi. Hein, on parlait de sens tout à l'heure. Donc, c'est ce sentiment d'appartenance aussi à quelque chose d'un peu plus gros que nous-mêmes, que ce soit une équipe, que ce soit un club sportif, parce que ça peut être aussi en pratique de sport individuel, quoique on va parler ici beaucoup plus de pratiques sportives collectives, de sport collectif, pardon. Et puis, ça génère aussi, ça crée des emplois dans ces milieux-là. Alors, William? En plus, le développement social ont le but, l'objectif de sport pour le développement, c'est aussi le développement personnel des jeunes, de la personne, l'athlète qui pratique les sports. Donc, il y a principalement deux cas théoriques qu'on utilise pour définir qu'est-ce qu'on veut dire quand on parle de développement par le sport. Les premiers, c'est le développement positif des jeunes, Positive Youth Development in Sport. Et ça touche en quatre résultats, quatre buts qu'on veut arriver à travers le sport. C'est la compétence, la confiance, la connexion, le caractère. Ça vient de la recherche en psychologie de développement, psychologie d'enfant. Donc, ce sont les catégories très larges qui sont bien définies, mais sont quand même incluent beaucoup des habiletés, on peut dire. Un autre cadre théorique pour définir le développement, c'est la promotion d'habiletés de vie. Et l'habileté de vie sont plus précisément les habiletés qu'on peut apprendre en pratiquant le sport et qu'on peut transférer dans l'autre domaine dans la vie. Par exemple, on peut apprendre à gestion du temps pendant notre pratique et on peut utiliser cette habileté à l'école pour faire notre étude au travail. Donc, il y a plusieurs habiletés de vie, par exemple l'établissement d'objectifs, les régulations émotionnelles, etc. Donc, quand on parle de développement à travers du sport, c'est ça qu'on va dire. On parle des 4 C de le développement positif des jeunes ou des habiletés de vie qui peut être transféré pour un autre contexte. C'est important de comprendre que ce n'est pas toute la participation sportive
qui vont donner les résultats positifs. Ce n'est pas juste rouler la balle, donner la balle et laisser jouer qui les gens vont, les sports pour avoir un impact positif sur la communauté, la société et les jeunes. Il y a même les résultats de recherche qui démontrent les résultats négatifs de participation sportive, par exemple, agressivité, utilisation des drogues, de substances, affiliation en gang. Donc, les plus importants qui va distinguer les résultats qu'on peut arriver à travers le sport, c'est vraiment les contextes, les environnements qui est développé. La personne plus responsable pour développer cet environnement, c'est d'habitude le coach. Les parents ont aussi une responsabilité, mais ça vient, c'est très important d'avoir les soutiens de gestionnaires aussi, les directeurs du sport. Donc, avoir un environnement positif qui est mettre accent sur les maîtrises des compétences au place de la victoire ou gagner à tout prix et même pour soutenir le bien-être. Ça, c'est les aspects très importants pour développer un contexte sportif qui va favoriser les développements positifs. C'est là qu'on arrive au cas d'organisme pour 3 points. L'organisme pour 3 points, c'est un organisme à but non lucratif qui est fondé en 2011. Il offre l'entraînement aux entraîneurs sportifs pour qu'ils puissent apprendre comment développer ce type d'environnement. L'organisation est fondée en 2011. Il a été motivé par les expériences personnelles de Fabrice Ville en tant que jeune athlète, il jouait le basket à l'école, au cégep. Il a perçu l'impact que son coach avait sur son propre développement. Plus tard, Fabrice l'a coaché aussi au secondaire et il a perçu l'impact que lui, il avait sur ses athlètes. Donc, il comprenait que c'était en moyenne un outil intéressant d'utiliser les sports et former les coachs pour qu'ils puissent offrir les bons développements, il peut développer les jeunes de bonne façon en utilisant les sports comme outil pour le développement. Euh, comme organisation, comme organisme, la vision pour 3 points, c'est une société plus égalité, et d'un jour avoir les jeunes qui ont la possibilité de développer ce potentiel pour avoir les adultes résilients, en bonne santé et engagés sur la communauté. Ça, c'est très important parce que ça démontre que le focus de l'organisation, ce n'est pas la victoire, ce n'est pas le championnat, mais vraiment développer les enfants, les jeunes au long terme. Et sa mission, comme je disais avant, c'est de former les entraîneurs sportifs pour qu'ils jouent aussi un rôle de coach de vie, pas juste le coach sportif, pour qu'ils puissent réussir à l'école et à la vie. Ma relation avec Pour 3 points, ça a commencé pendant mon doctorat. J'ai fait quelques recherches avec eux. Je vais parler de ça bientôt. Mais en travaillant avec Pour 3 points, on a développé un programme de formation. Avant, c'était une formation de 2 ans. Récemment, ça a changé pour être une formation de 1 an. Mais plus important, c'est les aspects de la formation qui sont très intéressants. Il y a 4 interventions qui sont présentes pendant toute l'année. Sont la formation théorique, les conseillers de développement, l'apprentissage entre les pairs et l'expérience pratique. Donc, un coach, quand il signe, il met en candidature pour entrer pour 3 points. Il a un programme de sélection et après, les entraîneurs, ils font toutes les formations pendant l'année qu'ils sont en formation. Ils ont aussi une équipe sportive pour entraîner pendant cette année. Et ça lui donne l'expérience pratique. Ces éléments-là sont basés sur la théorie. Dans mon rôle, ma participation avec l'organisme au début, j'ai pu contribuer à développer ce programme de formation en utilisant mon connaissance théorique. Par exemple, la formation théorique, ça encadre dans qu'est-ce que Cushion définit comme apprentissage formel, qui est une formation de certification qui est donnée par un spécialiste, par exemple.
Les conseillers de développement peuvent tomber dans la littérature des mentorats, qui c'est aussi défini comme un apprentissage non formel, qui sont les activités qui c'est donné pour un chercheur ou un autre entraîneur plus expérience, c'est plus spécifique au contexte. Et ça, c'est très important parce qu'il y a des autres opportunités de formation, apprentissage formel, des certifications nationales, par exemple, mais sont vraiment larges parce que pour être en formation nationale, il y a besoin de toucher à tous les aspects nationaux de besoins sportifs, on va dire. Mais dans l'apprentissage non formel, il peut mettre focus au côté plus contextuel, plus spécifique pour les besoins de la communauté ou le contexte où l'entraîneur travaille. L'apprentissage entre les pairs touche dans la communauté de pratique, que c'est l'apprentissage entre les pairs. On peut formaliser quand même. Il y a des rencontres régulières, il y a des formulaires remplis, les rapports écrits, mais c'est d'être capable d'apprendre de l'expérience des autres. Et finalement, l'expérience pratique, c'est ce que Kirschen appelle l'apprentissage informel, qui c'est basé sur l'expérience. C'est l'apprentissage qui arrive de le contexte pas très formel, spécifié ou même facilité pour un spécialiste. William, j'ai une question du public, si tu permets. À la diapositive, même celle qui a précédé, tu as parlé d'études qui démontrent que la participation sportive n'avait pas seulement que des résultats positifs, mais que dans certains cas, il y avait des résultats négatifs. Je pense que c'est une étude qui intéresse notre public. Écoute, sans rentrer dans les détails de cette étude, puis je vois que le lien ou la référence y est, est-ce que tu es capable peut-être d'expliquer ou de donner certains détails pourquoi il y aurait une dimension négative, comme par exemple agressivité, toxicomanie? Ça vient de Mireille de la Fondation Sablon. Oui, bon, c'est pas clair pourquoi. C'est quelque chose qu'on a trouvé en utilisant les questionnaires. Donc, il n'y a pas un lien spécifique. On ne peut pas établir en relation de causalité. Mais la hypothèse, c'est que l'augmentation de l'agressivité, par exemple, ça vient d'un focus excessif sur la victoire. Donc, ça arrive en mentalité on va gagner à tout prix. Donc, on peut faire les choses pas éthiques, en tricher, même essayer de blesser quelqu'un d'autre. Et c'est ça que l'agressivité, c'est comme ça que l'agressivité a été mesurée dans ces études. Parfait. C'est l'intention de blesser quelqu'un d'autre. Donc, la hypothèse, c'est ça. Si je peux peut-être rajouter rapidement, il y a d'autres études aussi qui montrent que dans certains cas, évidemment, ce n'est pas la norme ici, on s'entend là. Il peut y avoir aussi, le sport peut servir d'outil de recrutement, par exemple, pour des gangs, que ce soit de la criminalité, que ce soit aussi faire du prosélytisme religieux, des choses comme ça. Donc, ça peut arriver aussi dans certains contextes où le sport devient à la fois un mode de recrutement, puis pour les jeunes, c'est aussi un échappatoire par rapport, par exemple, à des milieux familiaux plus complexes, plus difficiles, où ils veulent s'extirper. Donc, l'équipe sportive, si je peux dire, devient un peu remplace la famille. Et puis, bien évidemment, si les raisons pour ce recrutement sont plutôt négatives que positives, bien évidemment, là, ça peut entraîner justement ces effets négatifs, ces effets pervers. Là. Mais évidemment, ce n'est pas la norme, là, on s'entend. Donc, comme je disais avant, j'ai fait quelques études avec pour 3 points. Je vais donner un résumé bref. Dans une première étude datée de 2017, ensemble, en collaboration avec l'organisme, on a développé les programmes de formation et on développé cette notion de coach humaniste. C'est essentiellement, on utilisait la philosophie humaniste, l'éducation humaniste, qui c'est un type de leadership c'est plus collaboratif. Et on a essayé de développer une façon de l'utiliser dans les terrains avec le coach. Donc, dans cette première étude, on a défini le mieux pratique dans ce contexte qui a touché, par exemple, les choses comme demander le feedback des athlètes suivants,
poser les problématiques. Il essaie que le jeune résulte le problème ou place de donner la réponse, créer un lien positif, en relation positive qui va, ça aide pas juste au sport, mais ça touche un côté plus personnel, d'avoir vraiment une relation presque vraiment comme un mentor. En deuxième étude, on a examiné les expériences de les jeunes en tant qu'être entraîné par un coach qui utilisait les entraînements humanistes. Ça a donné des résultats très intéressants. Par exemple, les jeunes ont noté la différence entre les coachs de formation pour 3 points, le coach humaniste, et ses anciens coachs. Ça, c'était très intéressant parce qu'ils ont été capables d'écrire les comportements de coach, le comportement humaniste de coach. Et les jeunes, ils ne savaient pas de formation, ils ne savaient rien au sujet de le coach humaniste, mais ils sont même capables de remarquer ces comportements. Ça nous donne en confirmation de le résultat de la première étude. Et aussi, le jeune, il a trouvé qu'il a développé la confiance, la motivation. Donc, il a trouvé qu'il a noté un développement positif dans eux-mêmes, qui c'est intéressant. Et finalement, dans la dernière étude, on a utilisé les outils quantitatifs pour comparer les jeunes qui ont été entraînés pour le coach pour 3 points et les enfants, les jeunes dans la même école participer au sport, mais avec les coachs qui ne sont pas les coachs pour 3 points. Et on a trouvé que les athlètes pour 3 points créer un lien plus fort avec les relations avec ces coachs ça durait plus longtemps. Donc, les athlètes voulaient maintenir la relation avec les coachs même après la saison, après que l'équipe est finie. Il a diminué les comportements antisociaux. Donc, c'est ça qu'on note. Il y a la participation sportive qu'il y a les effets négatifs, mais aux athlètes pour 3 points, cet effet s'est diminué. Et finalement, les jeunes, il a noté en augmentation de ses habiletés physiques, habiletés sportives aussi. Donc, on a le développement personnel et le développement physique ou athlétique. Oui, alors maintenant, si on regarde un peu pour les résultats qu'on va vous présenter sous peu, bien, on regarde un petit peu de manière schématique là, les principaux, je dirais les principaux concepts, mais aussi tout le processus. Hein. Ce qu'on voit là à l'écran, c'est vraiment le processus d'une organisation, puis comment on peut faire l'évaluation justement d'un programme. Alors, si on regarde, bon, bien, par exemple, les besoins, les objectifs, les intrants, les processus, on a évidemment les participants qui sont au milieu de tout ça. Et toutes ces composantes-là, d'une certaine manière, quand on les regarde de manière détaillée, de manière analytique, ça nous permet d'avoir justement une vision à court, moyen, long terme du programme, de ses effets à la fois évidemment sur les participants, c'est-à-dire dans ce cas-ci sur les jeunes, mais aussi globalement sur le contexte et l'impact que ça peut avoir, comme je l'ai un petit peu mentionné tout à l'heure, sur les entraîneurs. Il faut aussi peut-être noter que l'approche choisie ici par William, puisque c'est le projet, là, essentiellement, c'est le projet de William, c'est une approche qui est basée beaucoup plus sur l'évaluation formative plutôt que normative. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est, par exemple, l'évaluation normative, ce serait vraiment une évaluation à la fin du programme, puis de voir un peu, ben, est-ce que ça passe la barre des critères qu'on s'est donnés au début, c'est-à-dire les objectifs, etc. Donc, ça passe ou ça ne passe pas. Mais plutôt, c'est l'approche qui a été choisie par William, c'est l'approche formative, c'est-à-dire essayer de regarder tout au cours justement du programme en question les améliorations qui sont possibles de faire pour justement en arriver à générer des impacts, encore une fois, à court, à moyen et à long terme. Alors, maintenant, si on regarde plus en détail ce que l'on a favorisé dans l'étude qu'on vous présente aujourd'hui, tout d'abord, c'est vraiment, on regarde les entraîneurs, hein, qui sont une chaîne, un maillon très important pardon, de la chaîne, les athlètes et puis aussi le contexte. Les données qu'on vous présente, c'est important de le mentionner ici, c'est beaucoup plus basé sur les entraîneurs et sur le contexte plutôt que sur les athlètes.
William vient juste de vous présenter très rapidement, succinctement, mais quand même, il y a une publication pour laquelle c'est un des auteurs principaux, où ils se sont intéressés davantage aux athlètes et comment ils perçoivent, par exemple, ils sont capables de faire la distinction entre un entraîneur qui a été formé avec pour 3 points par rapport à un entraîneur ou une entraîneur qui ne l'aurait pas été. Donc, encore une fois, nous, on focus sur 2 éléments principaux, entraîneur et contexte. Maintenant, quels étaient les objectifs? Quels sont les objectifs de cette recherche? C'est vraiment évaluer, encore une fois, les effets du programme pour 3 points sur les entraîneurs en formation et, comme je le mentionnais, sur les contextes. Les résultats, comme on l'a mentionné tout à l'heure, qui sont préliminaires. Parmi les questions que l'on se pose, c'est quel est l'impact de l'organisme sur les attitudes et les comportements des entraîneurs en formation? Encore une fois, les entraîneurs sont un maillon extrêmement important ici. La formation dispensée pour 3 points, c'est une formation pour les entraîneurs. Donc, on veut voir un peu l'impact, justement, de tout ça sur leurs attitudes et comportements. Deuxième question, quelles sont les perceptions des directeurs d'école sur l'organisme? Parce qu'ils sont aux premières loges, si on veut, de voir les transformations que ça peut avoir, et même transformations qui vont au-delà, bien évidemment, de la pratique sportive, puis même, j'aurais tendance à dire, les transformations sur le contexte lui-même également. Alors, si on passe à la page suivante maintenant, on regarde un peu, ça, c'est un calendrier, c'est une présentation là, de l'étude en question. Donc, on voit que ça a commencé en août 2019. Donc, William, si tu veux faire avancer un peu. Voilà, merci. Donc, il y a eu une première enquête lorsqu'il y a eu la retraite, c'est-à-dire où il y a eu une formation, si je ne me trompe pas, c'est une formation de 3 jours. Tu me corrigeras là-dessus, William. Donc, une formation de 3 jours et ensuite de ça, une deuxième formation, une troisième formation. Et donc, on a interviewé les entraîneurs à chacun de ces moments-là. Et puis, la formation 4, c'est celle qui est plus difficile un peu. Pourquoi? Parce que, comme on va le voir, elle est située en zone rouge. C'est le cas de le dire. C'est d'adon, comme on dit, puisque c'est la période COVID. Donc, il y a eu des observations, mais il y a quand même eu des entretiens virtuels pour la formation 4, pour l'enquête 4, si vous voulez. Donc, encore une fois, on est dans une perspective longitudinale à relativement court terme néanmoins, mais ça couvre quand même l'année, comme William l'a présenté tout à l'heure, ça couvre l'année de formation pour les entraîneurs avec le programme pour 3 points. Maintenant, pour ce qui est justement des entraîneurs eux-mêmes ou elles-mêmes, c'est mesurer les changements d'attitude et de comportement. Quel est l'impact justement du programme pour 3 points? 21 entraîneurs en formation ont été interviewés. Année d'expérience, la moyenne, c'est 6 ans. C'est relativement peu d'années d'expérience et c'est voulu également parce qu'on ne veut pas prendre nécessairement quoi qu'il y en avait aussi, mais prendre des entraîneurs avec trop d'expérience où c'est peut-être plus difficile d'inculquer une nouvelle approche, l'approche humaniste, par exemple, des nouvelles méthodes, etc. Donc, ce sont des entraîneurs qui se situent, je dirais, puis je vais mettre des guillemets ici, là, à mi-carrière à peu près, en moyenne. Ensuite de ça, suite donc à cette sélection-là, on a utilisé une méthode mixte, qui est une enquête après chaque séance de formation, comme je viens juste de le présenter. Et puis, on utilise pour ça des outils d'observation pour l'évaluation de la qualité du programme dans le sport pour les jeunes. On reviendra sur cette partie-là un peu plus tard. C'est William qui aura la tâche de présenter ça. Alors maintenant, au niveau des valeurs personnelles des entraîneurs, on part du principe aussi que, je réitère et je rappelle qu'on est dans des contextes en milieu défavorisé. Donc, il y a une discrimination sociale souvent qui est vécue par les jeunes, par les familles qui vivent dans ces milieux-là. Il y a des inégalités, bien évidemment, des inégalités économiques aussi. Donc, tout ça, ça part aussi du principe que les entraîneurs portent en eux, à quelque part en elles, ces valeurs aussi de dire, là, on a indiqué ça comme étant c'est pas une valeur de l'indignation, mais on porte des valeurs d'inclusion, puis on constate sur le terrain les effets négatifs de cette discrimination sociale, de ces inégalités économiques. Donc, il y a un départ à ces entraîneurs, il y a un peu cette idée de l'indignation par rapport à des situations injustes, inéquitables, inégales, etc., etc. Donc, ça, c'est le premier point. Deuxième, développement des jeunes. Donc, c'est vraiment la perspective, la perception, l'idéal, si on veut, qu'on a aussi de la jeunesse elle-même, nonobstant la pratique sportive. Donc, les jeunes sont l'avenir. Les retombées positives, je peux faire une différence auprès de ces jeunes-là. Donc, il y a un élément, une dimension très forte de mission sociale. On s'indigne
Et en même temps, on dit, bien, on va pouvoir peut-être contribuer à modifier ce contexte-là et aussi, bien évidemment, ces jeunes individus que sont les jeunes. Et troisièmement, il y a une implication personnelle. On se sent bien de participer à ce projet qui va au-delà de nos intérêts personnels d'entraîneurs, d'individus. Donc, on se sent utile aussi. Donc, on a relié ça, nous, comme résultat, à une dimension plutôt de l'éthique personnelle, si vous voulez. Ensuite de ça, l'impact, donc, toujours sur les entraîneurs, l'attitude à l'égard des formations. Alors, durant, encore une fois, cette première partie où il y a eu une retraite, c'est 3 jours, on a une image d'ailleurs ici, en arrière-fond, et ensuite de ça, les 3 autres formations. Donc, c'est un apprentissage sur soi-même avant tout. Hein. C'est un apprentissage sur le métier d'entraîneur. Et puis, il y a aussi, au-delà de ça, des apprentissages professionnels. Les entraîneurs, ce ne sont pas tous des entraîneurs de profession, si je peux dire ça comme ça. Certains sont enseignants, peut-être en éducation physique, d'autres occupent d'autres emplois. Donc, il y a une dimension de réflexivité par rapport à l'ensemble des actions et des pratiques qui sont mises justement en pratique, si je peux dire, par les entraîneurs. Ça, c'est un aspect important qu'on relève aussi de l'enquête. Lors des formations, il y a un partage de connaissances et de compétences également, bien évidemment. On parle d'une retraite de 3 jours. Ensuite, il y a d'autres formations, etc. Donc, on partage, il y a du transfert et du partage de connaissances. Et on crée une communauté de pratique vivante et solidaire. Donc, nécessairement, on partage ces valeurs-là, comme on l'a mentionné tout à l'heure, et puis on va pouvoir, avec les autres entraîneurs, justement, échanger autour de ça. Donc, il y a une dimension très forte au niveau de l'engagement, si vous voulez, par rapport au programme, par rapport à l'identité, si je peux dire, d'un entraîneur et, encore une fois, un milieu aussi défavorisé. Bon, maintenant qu'on a parlé de l'impact sur l'entraîneur, c'est les attitudes des entraîneurs, les croyances de pouvoir du sport, l'utilisation du sport pour le développement, on arrive maintenant sur le côté des comportements. Est-ce que l'organisation, est-ce que la formation pour 3 points a un impact sur le comportement de ces entraîneurs? Pour le faire, on utilisait un outil d'observation qui a été développé par Bean et collègues à l'Université d'Ottawa. Bean maintenant est un professeur à Brock University. Et elle a développé, ça fait pas longtemps, cet outil. Je parle de celui-là parce que je trouve que c'est peut-être intéressant pour les gestionnaires de les organismes communautaires. Et cet outil d'observation, ça touche à 8 composants. Quelques composants sont divisés en 2. Donc, on a 10 thématiques. Par exemple, ici, j'ai divisé dans 2 diapos, donc il y a plus dans la prochaine. Mais ici, on parle de sécurité physique, sécurité psychologique, structure appropriée, relations de soutien, possibilité d'appartenance. Donc, dans les outils, on a la mesure de combien de fois l'entraîneur engage dans ce type de comportement. Et on voit, et excuse, cet résultat maintenant, c'est plus préliminaire. On n'a pas fini l'analyse de ce côté. Mais qu'est-ce qu'on peut voir maintenant, c'est que les entraîneurs pour 3 points démontrent les hauts niveaux de chacun de ces thématiques. Les valeurs maximales ici, c'est 5. Donc, on voit qu'ils vont très bien en développer la sécurité physique et psychologique, relations de soutien, possibilité d'appartenance. Et ça touche aux métaux pour 3 points, la formation pour 3 points, les conseillers de développement sont présents et pour toucher quelque chose que Sébastien avait dit avant dans l'évaluation formative, c'est utile, la collecte de données, ça a été fait par le conseiller de développement. Donc, pendant l'évaluation, pendant l'année, les conseillers de développement ont utilisé cet outil pour évaluer la progression de coach. Ils ont donné feedback basé sur cet outil en utilisant par exemple, si quelqu'un a démontré en bas sécurité psychologique, comportement de sécurité psychologique, les conseillers de développement parlaient avec le coach, l'entraîneur, pour travailler plus ce côté avec lui. Dans les autres, on a les normes sociales positives, le soutien à l'efficacité et la possibilité de développement des habiletés physiques et sportives. Donc, encore, c'est des choses qui sont très liées aux valeurs de pour 3 points, les métaux pour 3 points, l'approche humaniste, l'approche pour 3 points d'entraînement.
et ses visions, sa mission aussi de l'organisme. Mais c'est intéressant de noter que les deux dernières, la possibilité de développement des habiletés de vie, c'est en si bas, et aussi l'intégration des efforts de famille. Donc, les premiers, quand on parlait des habiletés de vie plus tôt, on parlait beaucoup de l'idée des transferts. Et qu'est-ce qu'on a noté, c'est que dans les pratiques pour 3 points, les entraîneurs ne mettent pas beaucoup de focus dans les transferts des habiletés. Donc, il a développé les habiletés dans le contexte sportif, mais il ne fait pas l'effort de transférer. Ça, c'est quelque chose qu'ils ont observé l'année passée, comme on a vu dans le calendrier, et c'est quelque chose que l'organisme a déjà modifié. Et ça, c'est les bénéfices de faire la formation, l'évaluation formative, c'est que ça permet à l'organisme d'échanger ça aussi, de mettre plus accent sur de donner plus d'attention sur l'effort de transférence des habiletés, qui c'est quelque chose que l'organisme a déjà fait. Les deuxièmes, ça touche de l'impact de le contexte. C'est quel impact que les programmes ont sur la communauté, sur l'école, par exemple. Donc, dans cette deuxième phase, on voulait examiner la perception des intervenants scolaires. Plus précisément, on fait l'entretien avec le responsable du sport et une directrice d'école. Et on a analysé en utilisant l'analyse thématique pour les chercheurs qui sont intéressés dans le public. Voilà, les résultats préliminaires encore. C'est que les valeurs d'école, c'est d'utiliser les sports comme outil pour les réussites scolaires et les réussites de vie. Donc, utiliser les sports comme outil pour le développement et aussi le développement personnel, la motricité, les mouvements fondamentaux et aussi le social. Donc, l'école a cette valeur qui s'aligne bien avec les valeurs pour 3 points. Donc, c'est un bon match. Ça, c'est important parce que, comme je dis avant, ma relation avec 3 points, ça vient des années déjà. Et au début, ça arrivait que quelques écoles partenariats, ça n'alignait pas bien les valeurs avec l'organisme. Ça donnait des problèmes parce qu'une fois que les coachs ont été formés, il est entré à l'école et il essayait d'utiliser les méthodes, les principes pour 3 points, les coaching humanistes. Et ça ne marchait pas du tout avec, par exemple, les directeurs du sport. Donc, pendant les années, pour 3 points, a amélioré la façon qu'il a identifié ses partenariats, ses partenaires scolaires pour avoir un alignement mieux, que ça a aidé le travail de le coach de l'organisme et l'école aussi. Au niveau de la préception ou deux entraîneurs pour 3 points, l'école a aimé beaucoup la notion qui les entraîneurs ont déjà la formation appropriée qui est alignée avec ces valeurs. Donc, ça donnait plus d'autonomie aux entraîneurs. Les directeurs sportifs, par exemple, n'ont besoin pas d'être toujours présents et parler d'importance du développement. Ce n'est pas juste pour gagner, etc. Et ça a aidé aussi la communication parce qu'ils parlaient la même langue, la notion d'utilisation du sport pour le développement. Et donc, plusieurs intervenants scolaires démontrer l'intention de continuer à envoyer ces entraîneurs à la formation pour 3 points pour continuer à développer cette valeur dans l'école d'utilisation du sport pour développement. Donc, ils voient vraiment pour 3 points comme un outil pour continuer à développer son programme sportif. Et c'était aussi ça convenait beaucoup, convenient d'avoir les entraîneurs pour travailler avec eux. Ça donnait moins de travail d'éduquer et communiquer souvent avec l'entraîneur. Finalement, quand on parle des effets à l'école, les valeurs, les cultures à l'école, les intervenants ont dit qu'il n'y avait pas beaucoup de changements. Donc, on peut voir ça de deux façons. La première, c'est que les valeurs, la culture de l'école, elle a touché déjà la vision, la mission pour 3 points. Donc, pour 3 points, a aidé à pousser plus, à faciliter les déroulements de cette valeur, de cette culture. Mais il y a un autre côté qu'on peut voir ça, que c'est la présence de pour 3 points. Et peut-être les entraîneurs sont beaucoup
présent avec les athlètes, les jeunes. On construit cette relation personnelle pour les aider, pour faire les mentorats. On a par exemple les entraîneurs qui contactaient les enseignantes pour aider avec les devoirs à la maison, donc pour comprendre comment que chaque athlète travaille à l'école. Donc, c'est une approche très individualisée. Donc, il y a peut-être quelque chose à dire que l'organisme peut bénéficier d'avoir en présence plus fort à l'école pour toucher les autres étudiants qui ne sont pas nécessairement dans leur équipe. William, je me permettrai une petite question, puis peut-être que tu vas l'aborder en conclusion, là, puis c'est pertinent, ça vient de Mme Suzanne Laberge. Y a-t-il eu des collaborations actives avec les membres des équipes écoles et des enseignants en éducation physique? Pas exactement pour 3 points. Pour 3 points, il encourage, par exemple, les entraîneurs à avoir une relation, à contacter les enseignantes, mais ce n'est pas quelque chose qui s'est fait de façon systématique. Ce n'est pas en partie du programme, on va dire. Bon, ouais, je vais arrêter à ça. Je connais des chercheurs qui font la recherche avec ça pour faire un lien entre l'entraîneur et l'enseignant, par exemple, les écoles de sport-études, les programmes sport-études, mais ce n'est pas quelque chose présent pour 3 points. Alors, en guise de conclusion, ben, si on revient un petit peu là, sur ce qui a été mentionné, alors, William, s'il te plaît, tu peux faire avancer un peu. Donc, le programme de formation a un impact positif sur l'attitude des entraîneurs, c'est ce qu'on remarque. Donc, au niveau du développement global, encore une fois, oui, l'entraîneur d'un sport particulier, sa capacité d'intervenir avec les jeunes, la pratique, la tactique, la stratégie, etc., mais aussi, comme on l'a montré, comme on l'a mentionné tout à l'heure, au niveau de d'autres types de compétences. Ensuite de ça, il y a eu également des effets sur, William, si tu veux le faire avancer. Merci. Sur l'impact de l'organisme dans le contexte scolaire qui n'est pas toujours remarqué par les intervenants, ça vient d'être mentionné. La question de Mme Laberge était en lien aussi un peu avec ça. Donc, c'est important de développer ce lien direct avec le contexte en établissant des relations étroites avec les parties prenantes. Donc, c'est pas juste, l'idée, c'est que ça ne soit pas juste un programme qui arrive comme ça, fait de la formation, les entraîneurs viennent et puis on n'est pas arrimé d'une certaine manière, ce n'est pas en symbiose, si vous voulez, avec le contexte. Donc, c'est peut-être là, qu'il y a des choses pas améliorées nécessairement au niveau du programme, mais au niveau de la collaboration. Ensuite de ça, si on continue, recherche d'intervention sur le terrain, puis là, on va aborder ça en guise d'ouverture tout à l'heure, à l'instant même, en fait. Recherche d'intervention sur le terrain dans un contexte de COVID. Bien évidemment, c'est un secret de polichinelle que de dire que la pratique sportive a été plus que modifié. Dans certains cas, c'est carrément arrêté avec la crise sanitaire, les mesures, etc. Mais je reviens au contexte particulier qui est celui des milieux défavorisés, où ça a eu des effets, des impacts néfastes encore plus importants que sur les autres milieux. Oui, et si je peux inclure quelque chose, quand on parle de la phase 2, la relation avec les intervenants au contexte, un des grands défis avec pour 3 points maintenant, c'est que c'est un programme très demandant pour les entraîneurs. Donc, il essaie de soutenir les entraîneurs plus, puis qui peut faire un mieux travail, qui peut être dédié pour les buts de l'organisme. Donc, l'organisme essaie d'en grandir et trouver les gens responsables pour soutenir ce développement parce que, encore, pour créer en relation avec les enseignants, avec les directeurs sportifs, avec les jeunes qui ne sont pas avec l'équipe, individualiser les entraînements, c'est beaucoup à demander. Donc, l'organisme continue à en grandir. Dans le contexte de COVID, comme Sébastien avait dit avant, le COVID, ça arrivé avec un grand défi pour notre projet de recherche, mais aussi pour le travail des entraîneurs chez Pour 3 points. Les conséquences de COVID, par exemple, le confinement, l'éloignement social, créer les besoins psychologiques, émotionnels très forts. Ça a impacté la communauté défavorisée d'une façon plus forte que les autres communautés au cause de tous les motifs, les raisons que Sébastien a mentionnées au début de la présentation.
Et le plus grand défi dans ce contexte de COVID, c'est l'annulation des activités sportives. Donc, on nous demande comment on peut utiliser les sports comme outil de développement si on n'a pas de sport. Donc, pour résumer, ce qui est arrivé dans le contexte de COVID, c'est que les besoins de développement psychosocial ont augmenté, mais l'opportunité des bonnes pratiques dans le contexte sportif pour adresser ces besoins s'est diminué. Donc, là, on a profité, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais on profitait de le contexte, la situation de COVID, pour faire en mini étude de cas pour comprendre comment le Pour 3 points continue à soutenir ses entraîneurs pendant la pandémie pour que les entraîneurs puissent continuer. Il y en a identifié 3 façons principales. C'est que les entraîneurs continuent à maintenir en communication avec ces athlètes. Ça, c'est très important parce que le coach disait que les moments plus importants où ils ont été capables de développer les habiletés de vie, les 4C, c'est avant les pratiques ou juste après en pratique. C'est dans les relations informelles qu'on a parlé de situations plus personnel. Donc, continuer cette relation, c'était très important. Être en personne ressource, peut-être pas là juste pour être un entraîneur, mais vraiment un mentor pour aider, pour développer une relation de confiance que le jeune peut se sentir à l'aise de demander ou partager la difficulté personnelle et aussi maintenir l'entraînement, l'activité physique dont on place limitée, etc. Et ça a résulté dans un chapitre de livre qu'ils ont publié. Il va sortir en janvier de l'année prochaine, dans un mois, qui parlait exactement des stratégies que Pour 3 points utiliser pour continuer à utiliser les sports pour développer les jeunes, même sans les sports. Donc, je remercie tout le monde pour être là pour la présentation et j'espère qu'on a quelques minutes pour des questions. Tout à fait. Merci beaucoup, William. Merci, Sébastien, de votre présentation. C'est fort intéressant. Je me suis permis là, de noter plusieurs questions dans la boîte de conversation durant celle-ci. J'invite également les gens à utiliser à partir de maintenant l'onglet Participation. Vous pouvez lever la main. J'ai déjà quelqu'un qui a procédé. Je vais commencer par une question du public, puis pour l'animation de la période d'échange, notamment, on appelle les rencontres Parlons Sport parce qu'on veut vous entendre, on veut parler. Mais je commencerai par Jean-François Chabot qui a levé la main. Oui, bonjour messieurs. Merci pour votre présentation. La question que je me pose, bon, vous avez analysé le fonctionnement d'un organisme en particulier, dans un environnement particulier. Je présume que c'est un quartier de Montréal, voilà. Est-ce que vous pensez que les résultats de votre grille d'analyse seraient semblables si on allait, par exemple, dans un quartier défavorisé de Québec ou de Rimouski ou de Sept-Îles, ou même à l'extérieur d'un milieu urbain? Si je peux, William, tu compléteras évidemment rapidement. Merci pour la question. D'entrée de jeu, je dirais il y aurait probablement des similarités. Pour avoir été entraîneur moi-même à Québec il y a de ça trop longtemps déjà, je pense qu'on verrait certaines similarités. Ceci étant dit, dans le contexte québécois, je pense que Montréal fait un peu cavalier seul dans la mesure où la grande région de Montréal, à cause de la question du multiculturalisme ou de la diversité qui vient aussi, est-ce que je peux dire changer la donne? Mais enfin bref, vous voyez, ça, je pense que cet élément-là est aussi, notamment pour rejoindre, par exemple, les parents, etc. Donc, la communication, je ne dis pas que c'est toujours négatif, mais c'est juste la communication, elle doit se faire autrement. Donc, on ne l'a pas vraiment abordé, mais les entraîneurs ont aussi ces compétences interculturelles, je dirais, hein, à développer dans un contexte montréalais. Donc, c'est à peu près là ce que j'aurais à répondre, mais je vais laisser William compléter. Oui, je trouve qu'il y a des éléments. Bon, merci beaucoup pour ta question. Je trouve qu'il y a des éléments qui peuvent être transférables. C'est sûr qu'il il a les besoins spécifiques de contexte, ça va changer. Mais si on pense dans le programme de formation, par exemple, qui on touche dans plusieurs façons que les entraîneurs apprennent, ça a appliqué.
ont créé ce modèle d'évaluation d'impact en collaboration avec l'organisme. Donc, c'était spécifique pour eux, mais ça peut être adapté pour les autres organismes, etc. Et finalement, l'approche humaniste d'entraînement, c'est vraiment, ça met l'accent sur l'importance de l'individualisation, comprenez les besoins de l'athlète, le jeune, les contextes, la communauté. Donc, si un coach arrive avec cette approche, il veut développer les interventions différentes pour aligner avec le besoin de le contexte. Donc, ça peut changer. Je pense même pas juste au Québec, par exemple, communauté autochtone, les pays en développement, à l'Afrique, Amérique du Sud, etc. Ça peut aider, ça va être différent, mais l'approche est similaire. J'aurais une autre question. En juxtaposant la pratique du sport communautaire, loisir, avec le sport un peu plus compétitif dans des ligues, etc., au niveau municipal ou provincial, est-ce qu'il n'y a pas là un choc, justement, entre deux messages qui pourraient être diamétralement opposés, c'est-à-dire, oui, le développement des habiletés sociales d'un côté, mais on sait comment ça se passe au niveau du sport de compétition, où trop souvent, la victoire fait foi justement de tout. William, je te laisse commencer. Oui, c'est une très bonne question. Ça ne touche pas exactement notre travail avec Pour 3 points, mais je peux dire de mes expériences avec les autres équipes, et mes expériences en lisant les recherches dans l'autre contexte, la notion que le développement social, le développement des performances sont différents, c'est pas vrai. Il aligne vraiment bien. Les meilleures équipes au monde, il y a plusieurs exemples qui mettent beaucoup d'accent dans le développement social, dans le développement personnel des athlètes. Il a la croyance que si l'athlète il se sent bien développé, s'il se sent que l'entraîneur, les programmes, les gestionnaires soutenir lui comme personne, il va donner plus comme athlète pour performer à plus haut niveau. On a des exemples, par exemple, l'équipe de rugby de Nouvelle-Zélande, c'est un excellent exemple. Même l'équipe de football à Allemagne, sur la Coupe du Monde au Brésil, par exemple, fait beaucoup de travail social au Brésil, même pendant un mois qu'il était présent. Donc, c'est des choses qui peuvent être présentes en même temps. Et plus que ça, c'est recommandé parce que les athlètes en bonne santé mentale, ils vont performer mieux. Oui, si je peux ajouter, c'est une excellente question. Et puis, ça rejoint en fait la question de M. Duchesneau, là, si je ne me trompe pas. Effectivement, c'est un défi, ceci étant dit. Un et l'autre ne sont pas incompatibles, mais il y a quand même un défi. On mentionnait tout à l'heure le défi d'impliquer l'équipe école aussi dans tout ça, donc d'arrimer les choses, de créer cette espèce de symbiose que je mentionnais. Donc, et là, quand on élargit avec le sport de compétition, parce que souvent, les jeunes peuvent aussi être dans les deux à quelque part, il faut vraiment qu'il y ait ce travail d'arrimage-là. Je pense aussi que les entraîneurs peuvent aussi jouer un rôle crucial ici dans le message qui est passé aux jeunes et nécessairement les compétences que les jeunes vont aussi développer, parce que les jeunes développent d'autres compétences, comme on l'a dit, que la compétence sportive, ils vont pouvoir aussi l'amener dans leur club plus civil où des niveaux de compétition sont peut-être différents, etc. Donc, un et l'autre ne sont pas, mais encore une fois, c'est certain qu'il y a un travail d'arrimage qui doit être fait, d'où l'importance, je pense, de sensibiliser les équipes aussi civiles ou enfin bref, qui valorisent beaucoup sur la compétition et tout ça. Je pense que c'est fondamental que toutes les parties prenantes soient un peu dans la même, mais qui marchent un peu ensemble. Mais comme le dit William, de plus en plus, je pense qu'on est conscient de l'importance de développer un athlète, c'est aussi développer un individu, en fait, hein, et au-delà de l'aspect sportif, mais ce qui n'empêche pas, bien au contraire, la performance sportive de s'améliorer aussi. Merci. Très intéressant, messieurs. J'ai deux mains levées. Il est présentement 12h58. On va poursuivre pour environ 2, 3, peut-être 4 questions tout au plus. J'ai Mireille Lavigne qui avait levé la main. Suivra Marc-André Duchesneau.
Oui, bonjour. Je travaille pour une fondation qui fait essentiellement du sport également. J'avais une question concernant la mesure que vous avez utilisée. Est-ce que c'était des sondages ou des entrevues dirigées? Comment vous avez procédé pour faire les 4 étapes de l'évaluation? Merci pour la question. Pour évaluer les attitudes de coach, on utilisait les enquêtes parce qu'on avait plusieurs coachs, donc il fait l'entretien avec chacun. Ça a été difficile. On a trouvé plus efficace d'évaluer ses attitudes, ses croyances de l'utilisation du sport pour le développement en utilisant les enquêtes. Pour mesurer les comportements, on utilisait un outil d'observation. Donc, le coach, comme part du programme de formation pour 3 points, il a besoin de filmer ses pratiques et envoyer les films à son conseiller de développement. Donc, le conseiller de développement utilisait l'outil de l'observation comme une évaluation formative pour aider les coachs à améliorer. Donc, ça, c'est 2. Ils ont fait l'évaluation ont examiné la perception des intervenants scolaires en utilisant les entretiens. On a entrevué 4 intervenants. Merci pour la réponse. Merci pour la question. Je poursuivrai avec Marc-André Duchesneau. Oui, bonjour, bonjour à tous. Merci, William. Merci, Sébastien, pour la présentation. En fait, je souligne la question de M. Chabot un peu plus tôt par rapport à l'espèce de diamétralement opposé, le bien-être versus la performance. Je crois que c'est effectivement un mythe assez tenace. Ma question est la suivante. Basée sur les expériences, qu'est-ce que vous avez tiré comme constat dans le cadre d'un programme qui avait pour mission davantage l'intervention psychosociale en milieu défavorisé? Qu'est-ce qu'on peut utiliser comme constat pour amener ça dans les programmes de formation? J'ai en tête nécessairement le PNCE ou d'autres opportunités de formation pour les entraîneurs qui sont davantage dans le milieu compétitif. Essentiellement, et William et moi, on a eu l'occasion d'en parler au Sommet du sport de Montréal. Il y a un besoin criant en ce moment de développer les savoirs interpersonnels et les savoirs introspectifs ou intrapersonnels de nos entraîneurs. Avez-vous l'impression qu'il y a des éléments qu'on peut utiliser des études de William pour amener dans les formations ou peut-être créer des nouvelles formations pour nos entraîneurs qui ne sont pas nécessairement dans des contextes, disons, d'intervention psychosociale ou en milieu défavorisé? Sébastien, est-ce que... Rapidement, merci pour la question. Il y a des éléments que je verrais qui seraient transférables. La question de la résilience me semble importante. Puis là, ce n'est pas juste un mot creux là, que j'énonce comme ça, mais je pense que dans les milieux défavorisés où on réussit à assurer cette pratique sportive avec tout l'impact que ça peut avoir, que d'avoir un coaching justement humaniste, au-delà du programme pour 3 points, là, si je peux dire, je pense qu'il y a cette question de la résilience qu'on peut aussi transférer d'une certaine manière aux jeunes. Donc, il y a toute cette éthique aussi, cette éthique de vie qui peut être facilement, à mon avis, qui est tout aussi importante, en fait, je devrais dire, pour des milieux qui sont hauts, des milieux qui sont peut-être moins défavorisés, mais qui quand même, c'est des leçons de vie. Donc, partir de cas, je mets beaucoup de guillemets ici, mais partir de cas plus extrêmes pour voir un peu comment ça peut avoir une transférabilité dans des milieux qui sont, disons, moins extrêmes où on a certains facilitateurs, mais qui parfois, ces facilitateurs peuvent aussi nous empêcher justement d'innover. Donc, je pense qu'il y a des éléments d'innovation dans l'intervention qui peuvent être transférables. Maintenant, de manière très, très détaillée, je pense que là, je vais m'en laver les mains, je vais passer le flambeau à William qui va peut-être pouvoir développer là-dessus. Oui, excellente question, Marc-André. Je pense à différentes suggestions, façons qu'on peut insérer dans les programmes de PNCE, par exemple. Quand on parle des connaissances professionnelles, relationnelles et intrapersonnelles, on fait référence à la publication de côté Gilbert de 2009. Il parle aussi de la connaissance contextuelle. Donc, je trouve que on peut améliorer le développement des coachs, spécialement dans le coach de jeunes, si on offre la formation de comment créer un lien
comment créer une relation positive avec les jeunes. Toi, je connais ton travail, tu travailles beaucoup avec les connaissances intrapersonnelles. C'est quelque chose qu'on développe maintenant dans la science d'entraînement. Il n'y a pas beaucoup, on ne connaît pas exactement comment le faire. Et je trouve qu'il y a une autre chose qui est très importante, qui c'est en force du programme pour 3 points, c'est la connaissance du contexte. Pour 3 points est présent dans plusieurs lieux favorisés à Montréal. Donc, je trouve que c'est quelque chose qui ça aide les entraîneurs beaucoup, c'est de comprendre les problématiques contextuelles. C'est vraiment, c'est difficile pour le PNC offrir quelque chose parce que l'objectif de PNC, c'est de donner une certification nationale. Donc, peut-être à travers les partenariats entre un organisme national et les petits organismes communautaires, on peut toucher à ces besoins des entraîneurs de comprendre, d'apprendre mieux sur le contexte où ce qu'ils travaillent. C'est juste des suggestions, mais on peut continuer cette conversation pour les projets de recherche futurs. Merci, Merci pour la question, Marc-André. Merci pour la réponse, William. J'ai une dernière question du public de Nadjiwe. Bonjour à tous, merci pour l'échange. Alors en fait, ma question, c'est de savoir, en fait, est-ce qu'il y a des domaines spécifiques en dehors du sport qui reviennent en majorité dans les actions assurées par les entraîneurs 3 points? Je ne suis pas sûr que je comprends bien la question. En fait, je voudrais savoir si parmi les actions qui en dehors du sport, on avait parlé par exemple vous aviez parlé de l'aide aux devoirs. À titre d'exemple, voilà, est-ce qu'il y a voilà, quelles sont les actions en dehors donc, du sport qui reviennent le plus et qui sont assurées par les entraîneurs en dehors des aspects sportifs, hein? Il n'y a pas des actions spécifiques. Les recommandations, c'est vraiment, on voit que la relation entraîneur et jeune, entraîneur-athlète est formée de façon positive. C'est de rester en contact et parler et essayer toujours de voir les informations plus de contexte dehors du sport. Puis, par exemple, avant de commencer en pratique, demander comment ça va à l'école, comment ça va à la maison. Est-ce que vous avez besoin de quelque chose? Les entraîneurs font ça de façon individuelle, pas avec tout le monde, mais vraiment pour essayer de soutenir les entraîneurs, les jeunes. Par exemple, dans les études où j'ai examiné les perceptions des athlètes, des jeunes, les jeunes, il y avait un cas spécifique d'un jeune qui, sa mère, je pense, est tombée malade, elle fait en chirurgie, etc. Donc, il s'est senti vraiment soutenu pour son coach qui a appelé lui pour demander comment sa mère, il dit, si tu ne peux pas venir aux pratiques, il n'y a pas de problème, mais si tu veux venir, on va être là pour toi, ses coéquipiers. Offrir ce soutien. Donc, ce n'est pas un comportement spécifique. Il a les recommandations, comme je dis, d'aider à l'école, que c'est une de la mission de Pour 3 points, mais c'est plus on approche l'individualisation du processus d'entraînement pour comprendre ce qu'est les besoins et soutenir ces besoins. D'accord. Merci beaucoup. Merci, William.